sur le protocole de l'EMDR, c'est-à-dire les différentes étapes de la thérapie EMDR, et puis aussi je ferai un point sur comment se passe une séance. Alors évidemment, je vous fais une présentation un peu globale avec les idées générales, mais en fonction des situations, le thérapeute, il a ce qu'on appelle une intuition clinique, qui repose sur ses connaissances théoriques, sur son expérience, qui va faire que parfois, on peut faire le choix de travailler un petit peu différemment pour s'adapter vraiment à la situation et parfois même aux urgences du patient. Les phases de la thérapie EMDR que je vais vous présenter, elles sont pensées à la fois pour évidemment pouvoir faire un travail thérapeutique sur la problématique ou les problématiques qu'on vient travailler, mais pouvoir le faire dans un contexte de sécurité psychique et également elle est pensée pour que le travail thérapeutique soit efficace à long terme. Je parle de sécurité psychique parce que la thérapie EMDR suppose qu'on va se reconfronter à des souvenirs douloureux. Donc pour ça, il faut se sentir en confiance avec le thérapeute, mais aussi avoir des ressources de régulation émotionnelle minimum pour pouvoir faire face à ces séances de retraitement sans être complètement déstabilisé. Alors souvent, les patients qui ont un syndrome de stress post-traumatique avec des flashbacks sont les patients qui sont les moins récalcitrants, entre guillemets, à l'idée de faire de l'EMDR parce que justement, le traumatisme, il est tout le temps là. Il est tout le temps là, donc le fait de s'y reconfronter encore, mais en thérapie, est moins problématique, ou en tout cas, ça fait moins peur. En revanche, pour toutes les personnes qui, au contraire, mettent dans un coffre-fort, essayent de surtout pas y penser, font tout pour éviter de repenser à cette situation, voire même refouler depuis très longtemps toutes ces situations. Là, ces personnes-là, ça va être beaucoup plus compliqué de dire qu'il va falloir repenser à ces souvenirs, ces situations traumatiques ou douloureuses. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que si vous faites le choix de faire une thérapie, c'est que vous n'allez pas bien, c'est que vous êtes en souffrance, et donc c'est que finalement, même si vous n'y pensez pas, même si vous avez fait en sorte de mettre tout ça dans un coffre-fort, dans le grenier, dans la cave, pour autant, tout ça, ça continue à agir, même si ça n'agit pas directement ou consciemment. Alors évidemment, la première étape, comme dans toutes les thérapies, c'est la rencontre. Et puis, dans cette rencontre, il y a l'anamnèse. Et dans le cadre de la thérapie EMDR, il y a la construction du plan de travail. Donc, cette première phase de la thérapie, elle peut être très courte, notamment quand le patient, en fait, il a déjà fait un travail thérapeutique avant, qui lui a permis de cibler très précisément ce qu'il veut travailler. Mais dans d'autres situations, quand on n'a jamais fait de travail thérapeutique avant, quand on sait qu'on n'est pas bien mais qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, quand parfois le traumatisme est très ancien, qu'on n'a pas forcément d'outils de régulation émotionnelle, là, cette phase peut être beaucoup plus longue. Dans l'anamnèse, on va évidemment parler de l'histoire de vie de la personne. Alors ça dépend de chaque situation, mais moi globalement, la plupart du temps, à la première séance, on parle assez peu de la raison pour laquelle le patient vient consulter. Bien sûr, on en parle parce que moi, ça va me donner mon fil rouge. Mais moi, j'ai vraiment envie de rencontrer la personne en son entièreté, avec potentiellement tous les autres nœuds de l'histoire de vie, les autres éléments qui ont pu être douloureux, et que justement la personne ne connecte pas forcément consciemment à son problème actuel, mais finalement, on va se rendre compte après coup que peut-être s'il y a certains de ces événements, ou plusieurs de ces situations qui le sont. Et puis aussi, moi, j'aime bien lors de la première séance, vraiment parler aussi de toutes les sphères de la vie de la personne, parce que ça me permet aussi de voir quelles sont ses ressources. Et justement, les ressources, c'est important que le thérapeute EMDR les connaisse. Alors, les ressources, ça peut être les personnes ressources, ça peut être les activités ressources, et ça peut être, je dirais, les compétences psychiques de régulation émotionnelle. Dans un deuxième temps, on va définir un plan de traitement. C'est-à-dire que du coup, on va bien cibler ce que le patient veut voir évoluer, ce que la personne veut voir changer. Donc, on va commencer presque à se projeter sur l'après-thérapie. Ça donnera quoi après la thérapie quand on ira mieux? On note un petit peu aussi quelle forme cette problématique elle prend dans le présent, où est-ce qu'elle s'exprime, quels sont les éléments déclencheurs, ce qui nous met en difficulté. Et puis on cherche le réseau de mémoire qui semble s'activer, se réactualiser, justement avec tous ces déclencheurs. Et on va construire ce qu'on appelle un plan de ciblage, c'est-à-dire qu'on va
noter les différentes situations sur lesquelles on va travailler, du plus ancien au plus récent. De manière générale, on travaille comme ça, parce qu'on va d'abord travailler sur la blessure d'origine, hein, parce qu'on va considérer que toutes les autres situations sont plutôt venues renforcer en fait cette blessure initiale. Donc le travail qu'on va faire sur là où les premières blessures, les plus anciennes, vont servir en fait pour tous les autres souvenirs de cette chaîne associative. C'est pas rare que les souvenirs qu'on traite soient les plus longs à traiter. Ils nécessitent plusieurs séances, voire parfois beaucoup de séances, alors que plus on avance dans le plan de ciblage, plus finalement le mécanisme va être plus rapide parce qu'on aura traité toute la charge émotionnelle des souvenirs antérieurs. Et du coup, en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Et même moi, ce que j'observe parfois, c'est que au fur et à mesure de la thérapie, au fur et à mesure du coup qu'on avance sur le plan de ciblage, il y a certains souvenirs qu'on avait mis au début comme étant des souvenirs douloureux, pas digérés, et qui en fait se sont même digérés naturellement, voire qu'on n'a plus besoin de traiter au final. Quand je redonne au patient, ben voilà, maintenant dans votre plan de ciblage, on en est là, on en est à ce souvenir-là, la personne parfois me dit ah bon, j'ai noté ça dans le plan de ciblage, ah ben je suis surprise parce que en fait ça ne me touche plus du tout. Voilà, ça peut arriver aussi. Dans une thérapie EMDR, il peut arriver assez souvent qu'on travaille en fait sur plusieurs plans de ciblage. Alors parfois dès le début de la thérapie, on voit effectivement qu'il y a plusieurs sujets, qu'il y a plusieurs thématiques. Donc dès le départ parfois on peut définir plusieurs plans de ciblage pour pouvoir traiter en fait une problématique puis une autre problématique, enfin vraiment trouver de la cohérence. Et parfois ça se fait plutôt dans un second temps, c'est-à-dire que on travaille sur une problématique et puis quand on arrive effectivement au bout du plan de ciblage, des fois c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que en fait, il y a une autre problématique qui est sous-jacente, qui peut bloquer parfois le dénouement de la première problématique qu'on avait travaillée, ou bien tout simplement ça laisse plus de place pour que la deuxième problématique s'exprime davantage, parce que parfois par exemple on a travaillé du trouble anxieux qui prend beaucoup de place avec beaucoup de crises d'angoisse, des choses comme ça. On peut travailler ça, l'insécurité par exemple dans un premier temps, et puis finalement une fois qu'on a travaillé ça, on se rend compte que il y a peut-être des deuils qui sont compliqués, du coup avec de la tristesse, qui ne s'exprimaient pas du tout au départ et qui du fait effectivement de l'angoisse qui n'est plus présente, ça laisse un peu plus la place à l'expression de cette tristesse, du manque, etc. Voilà. Donc ça peut arriver effectivement que on commence à travailler une problématique et puis qu'on fasse un deuxième plan de ciblage, voire un troisième plan de ciblage après. Moi, dans ma manière de travailler, j'aime bien conseiller aux patients d'avoir un journal de bord de thérapie. Alors, pour plusieurs raisons. Mais ça permet souvent à la personne de rester aussi en éveil un peu de ce qui va justement bouger au fur et à mesure de la thérapie. Au départ, on repère un peu la problématique, comment elle s'exprime dans le présent, quels sont un peu les éléments déclencheurs de la problématique. Par exemple, les crises d'angoisse, ok, c'est quoi les éléments déclencheurs des crises d'angoisse, donc on les repère. Et en fait, le fait de tenir un journal de bord, ça va permettre de voir, ah ben tiens, là, je suis allée dans cette situation qui d'habitude déclenche chez moi une attaque de panique. Et bien là, j'ai eu un petit peu d'angoisse, j'ai eu un peu d'appréhension, mais en fait, j'ai pas fait d'attaque de panique. Tiens, donc ça, on le note. Donc effectivement, ça permet quand même de rester un peu vigilant, mais de manière positive, du coup, aussi aux petites victoires au fur et à mesure de la thérapie. Dans le journal de bord, j'encourage aussi mes patients à noter leurs rêves, parce que là aussi, c'est pas rare que quand on fait une thérapie, de manière générale, on rêve davantage. Justement parce que on se met au travail et que du coup on fait même ressortir des choses qui sont un petit peu compliquées et que le travail du rêve, le mécanisme de digestion naturelle se met particulièrement en route. Et puis effectivement souvent quand on dit quelque part à son cerveau qu'on veut se souvenir de ses rêves, ça s'en souvient davantage. Le fait de faire attention aux rêves, ça permet de voir un petit peu ce qui continue à travailler entre les séances. Comme c'est un langage parfois plus métaphorique, ça peut donner aussi des outils aux patients ou à la patiente pour le travail de retraitement. Alors ça se fait naturellement, je ne le pousse pas, mais ça peut arriver
que le fait de faire attention à ses rêves et de comment parfois dans l'inconscient avec le travail métaphorique, il y a des voies en fait un peu de résolution pour faire schématique, pour faire bref, qui viennent. En séance, on peut réutiliser certaines images ou certains moyens de résolution qui sont venus dans les rêves et qu'on va réutiliser mais de manière plus consciente dans le travail de retraitement. Et puis le journal de bord, ça peut permettre aussi de noter des souvenirs qui reviennent parce qu'avec le MDR, on active énormément la mémoire et donc c'est pas rare qu'il y ait des souvenirs qui reviennent au fur et à mesure du travail thérapeutique. Alors ça peut être parfois des souvenirs douloureux qu'on avait un peu oubliés, mais comme je l'ai déjà dit, ça peut aussi être des souvenirs plutôt positifs et agréables qui ressurgissent et ça c'est aussi pas mal de les noter. Voilà. Et moi j'aime bien aussi conseiller aux patients de laisser une trace de chaque séance, ce avec quoi ils repartent, ou bien s'il y a des questionnements, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas osé formuler. Souvent en fin de séance, je demande aux patients avec quoi ils ont envie de repartir de la séance, qu'est-ce qu'ils veulent garder aussi de positif, de constructif, de précieux, même quand la séance a été compliquée. Ça peut être pas mal que les patients ils notent ce avec quoi ils veulent repartir et ça accompagne aussi le travail parce qu'une thérapie, EMDR ou pas, ça peut être quand même difficile, ça peut être fatigant, usant parfois. Et du coup, le fait d'essayer toujours quand même de repartir avec des choses quand même constructives, ça aide aussi à tenir dans la durée. Donc cette première phase de la thérapie peut être plus ou moins longue en fonction des patients et de ce que le patient vient travailler. C'est vraiment donc un moment où on fait l'anamnèse, ce qui va nous permettre de bien définir le problème qu'on veut traiter, comment on va le traiter, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, et puis ça nous permet aussi de vérifier que le patient il a les ressources pour faire un travail de thérapie EMDR. Si ce n'est pas le cas, il y a plusieurs solutions. Soit il va y avoir plusieurs séances où le thérapeute va donner des outils de visualisation, de régulation émotionnelle à son patient pour faire en sorte effectivement que le patient il puisse commencer les séances de retraitement en sécurité. Et puis, il y a certains thérapeutes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ces outils-là et qui vont conseiller à leurs patients de développer certains outils. Donc en allant par exemple voir une sophrologue, s'entraîner à de la méditation ou faire de la cohérence cardiaque, enfin voilà. Ça peut être effectivement soit en séance avec le thérapeute, soit avec un suivi complémentaire qui peut permettre effectivement de soutenir les ressources de régulation émotionnelle pour pouvoir appréhender la thérapie EMDR en toute sécurité. Comment se passe une séance de retraitement EMDR ? Alors, on va suivre le plan de ciblage qu'on s'est fixé ensemble en partant du souvenir le plus ancien pour revenir progressivement au souvenir le plus récent. Et donc, on va commencer en se centrant sur un souvenir. On a un pied dans le présent, un pied dans le passé, c'est-à-dire que, évidemment, surtout au début de la séance de retraitement, il va y avoir un peu un mélange entre ce qu'on a ressenti au moment où on a vécu la situation et ce qu'on ressent maintenant quand on y repense. Mais bien sûr, ce qui nous importe toujours, c'est ce qu'on ressent maintenant quand on y pense. Mais quand on démarre le retraitement, c'est quand même très important de bien se reconnecter aussi à ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Souvent quand même, c'est quasiment similaire, mais c'est pas toujours exactement le cas. On a un pied dans le présent, ce qu'on ressent maintenant, et un pied dans le passé, en réactualisant du coup ce qui s'est passé, les images qui reviennent, sous quelle forme elles reviennent, les émotions qu'on a pu avoir, les pensées aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que cette situation nous renvoie de négatif sur nous. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je vaux rien, je suis en danger tout le temps, je peux pas me protéger, je peux pas faire face. Voilà, tout un tas de pensées comme ça qui sont des croyances limitantes et qui peuvent effectivement se généraliser à d'autres souvenirs. On vérifie aussi ce que ça fait dans le corps et puis on évalue à quel point penser à ce souvenir est perturbant. Ça va être un petit peu notre point de repère tout au long de la séance de retraitement. Une fois qu'on s'est connecté à ce souvenir, qu'on a regardé un petit peu ce qui ressort du souvenir, on commence le retraitement, la désensibilisation. Donc, le thérapeute se positionne à côté du patient, de la patiente, et pendant quelques secondes, il va produire une stimulation bilatérale. Alors, ça peut être une stimulation
visuelle. En fonction du thérapeute, ça peut être un petit peu différent. La plus courante, c'est quand même la stimulation avec les doigts. On se positionne à côté du patient et on balaye devant son champ de vision les doigts. Et du coup, le patient, avec ses yeux, va suivre les doigts. Ça, c'est le plus courant. Sinon, certains thérapeutes utilisent des outils, des baguettes avec des boules colorées, par exemple. Ou bien, il existe aussi des appareils qui produisent un signal lumineux qui bouge. Et du coup, à ce moment-là, le patient, il suit la lumière. La stimulation bilatérale peut aussi être sonore. Donc là, il faut un casque et il va y avoir un son qui va être produit à droite et à gauche. Moi, ça, je l'utilise surtout en visio. Et puis, la stimulation bilatérale peut aussi être plutôt tactile. Le plus courant, c'est du tapping, c'est-à-dire que le thérapeute, il va tapoter les genoux du patient, mais le patient peut aussi faire de l'auto-tapping, notamment quand le fait que quelqu'un d'autre le touche est compliqué. Et à ce moment-là, donc le patient produit lui-même sur ses genoux ce mouvement-là, ou bien ça peut être aussi le mouvement du papillon. Et ça, on le fait aussi en visio, possiblement, quand le thérapeute n'est pas présent. Également, pour les thérapeutes qui pratiquent les séances de MDR en groupe, on utilise aussi le principe de l'auto-tapping. Et puis, certains thérapeutes ont également des outils avec des manettes, avec des vibrations, pareil, qui vont se faire à droite et à gauche. Donc, pendant ces quelques secondes de stimulation bilatérale, le patient doit simplement observer ce qui le traverse, doit laisser les associations libres se faire, un petit peu comme dans une psychanalyse. En tout cas, on voit voilà, ce qui vient spontanément. On ne cherche rien, on ne produit rien, mais surtout, on n'empêche rien de venir. Donc ça peut prendre plusieurs formes en fonction des personnes, en fonction du souvenir, et puis en fonction de là où en est l'avancée du retraitement. Donc ça peut être le souvenir initial qui continue, ça peut être des pensées, des réflexions, des questionnements, ça peut être d'autres souvenirs qui viennent, donc c'est pas rare d'ailleurs que les autres souvenirs de la chaîne associative du réseau de mémoire non intégré, donc le plan de ciblage, que ces souvenirs reviennent aussi pendant le retraitement. Il peut y avoir parfois aussi des situations du présent qui viennent, qui se connectent, où il y a des parallèles qui se font. Ça peut être aussi des émotions très intenses, ça peut aussi être des sensations dans le corps, donc des sensations qui vont bouger, qui vont prendre différentes formes. Aussi des images du souvenir mais qui vont se transformer. Donc moi c'est pas rare que je vois des patients qui me disent « Ah tiens, au départ j'avais plutôt une image fixe et puis finalement cette image elle est plus mouvante » ou l'inverse. Au départ ça allait très vite et puis finalement il y a quelque chose qui se fige. Ou bien ça peut être, c'est bizarre, ça se floute, c'est comme si je voyais le souvenir en noir et blanc, ou bien c'est comme si moi je sortais de la scène, comme si j'étais témoin. Enfin voilà, des fois ça peut se transformer un petit peu comme ça. Il peut y avoir aussi des images métaphoriques, je l'ai dit plusieurs fois, ou bien vraiment quelque chose d'un peu onirique avec des images un peu fantastiques. Ça peut arriver, surtout quand on travaille d'ailleurs sur des souvenirs d'enfance, ça a beaucoup de sens. Que pour résoudre, retraiter ce souvenir, il y ait aussi quelque part les ressources du monde de l'enfance qui s'activent. Il peut y avoir aussi des scénarios alternatifs, c'est-à-dire la scène qui se réécrit un petit peu autrement, alors soit de manière très réaliste, soit au contraire justement de manière totalement surréaliste. Quoi qu'il en soit, on accueille tout ce qui vient, même si c'est pas cohérent, même si ça part un petit peu dans tous les sens. Après ces quelques secondes de stimulation bilatérale, on arrête. Le thérapeute demande au patient ce qui est là. L'idée, c'est que le patient donne quelques indications au thérapeute. Soit, effectivement, le patient, il dit quand même tout ce qu'il a traversé, et notamment ce qui a prédominé quand même dans ce qui est venu. Soit on travaille en aveugle et le patient, il ne dit que c'est en cours, ça travaille, ça continue, ou bien là, ça s'est arrêté, ou il n'y a rien, c'est figé, ou je suis pas bien, enfin voilà. Et là, on travaille en aveugle, où on ne sait pas précisément ce qui traverse le patient, on sait juste où il en est du processus. Quand le patient, par contre, dit du coup ce qu'il a traversé, on ne fait rien de particulier de ce qui est formulé là, simplement on le note et on continue, on repart sur une nouvelle série de stimulation bilatérale. Parfois, je dirais les associations libres du coup continuent sur le même fil. Parfois, on part complètement ailleurs, donc ça peut être parfois un peu déstabilisant pour les patients parce que des fois on a l'impression de partir dans tous les sens, que c'est pas très cohérent. Mais encore une fois, on fait confiance au processus cérébral en cours.
Et donc on fait comme ça jusqu'à aller au bout quelque part du fil associatif. Donc à un moment donné, il n'y a plus rien en fait qui vient, ou bien bon, c'est toujours un peu la même chose. Et du coup, le thérapeute va pousser le patient à repenser à nouveau à la situation de départ, c'est-à-dire la situation sur laquelle on est en train de travailler. Des fois, on s'en est éloigné beaucoup. Hein, donc, des fois, ça demande d'ailleurs un effort que de se reconnecter, de se souvenir presque de notre point de départ. Donc, on repense à ce souvenir et qu'est-ce qui vient maintenant? Et souvent, il y a un nouveau fil associatif qui vient. Quelque chose qu'on n'avait pas vu au départ, ou en tout cas sur lequel on ne s'est pas focalisé. Et du coup, à nouveau, un nouveau fil associatif. Et on va tirer comme ça plusieurs fils associatifs jusqu'à ce que, quand on se reconnaît, quand on repense à ce souvenir, il n'y ait plus grand-chose qui vient, ça soit un petit peu neutre. Que ce souvenir, finalement, on ressente bien là maintenant que c'est du passé, que c'est un souvenir parmi d'autres, quelque part. Ça peut être un mauvais souvenir, mais ça reste un souvenir, ça reste du passé, on ne se sent plus du tout envahi dans le présent par les émotions du passé. Et à ce moment-là, on peut considérer effectivement qu'on a désensibilisé le souvenir. Quand on en est là, on va associer à ce souvenir une pensée positive sur soi. Donc effectivement, comme je le disais, souvent les souvenirs perturbants, ils ancrent en nous des croyances négatives sur nous-mêmes qui vont être entravantes, qui vont être limitantes par rapport à notre construction et par rapport à notre rapport à nous-mêmes et à l'environnement. Et donc l'objectif là, c'est de déconditionner quelque part ces pensées négatives et au contraire de transformer d'une certaine manière ces mauvais souvenirs en une expérience constructive, ou du moins, en tout cas, que ça n'empêche pas d'avoir une pensée positive sur soi, pour vraiment renforcer la personne. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, mais je suis une bonne personne. J'ai vécu ça, mais je suis bien comme je suis. Je peux me défendre, je peux dire non, je suis libre, etc., etc. Ça, effectivement, ça dépend du souvenir qu'on travaille et de ce que le patient a envie aussi de pouvoir renforcer chez lui. Et donc, du coup, ça amène une nouvelle ressource, ça amène une nouvelle donnée qui va parfois reconfigurer un petit peu ce qui se joue sur le plan synaptique, des associations entre les souvenirs, entre les émotions, les ressources. Et du coup, c'est grâce aussi à ça que certains autres souvenirs du plan de ciblage vont quelque part se retraiter un peu naturellement parce qu'il va y avoir quelque part une diffusion de cette pensée positive. Cette pensée positive, quand elle est assez forte, assez parlante, c'est pas rare que les patients ils la gardent entre les séances et qu'ils l'utilisent dans leur présent. Et ça renforce bien évidemment et la pensée positive sur soi, mais du coup qui devient une ressource. Hein. L'idée c'est pas juste une pensée comme ça pour se convaincre. L'idée c'est vraiment de le penser vraiment, de le sentir, de l'incarner. Hein, c'est ça l'objectif. Donc quand une personne elle repart de la séance avec une phrase comme je suis libre ou je suis à la hauteur, du coup dans les situations un peu du présent déclenchantes, comme je l'évoquais au départ, parfois déjà la personne se met un peu au travail avec cette pensée-là et ça peut aider à faire bouger des choses dans le présent. Donc ça renforce évidemment le travail thérapeutique aussi sur les situations du passé parce que comme on change dans le présent, on peut regarder aussi les situations du passé avec un peu plus de solidité. Et enfin, la dernière étape, c'est que on va vérifier aussi que dans le corps, il n'y a pas de discordance. C'est-à-dire que parfois, ce qui peut se passer, c'est que, ok, quand je pense au souvenir, j'ai pas d'émotion, je me sens ok. J'arrive à penser cette pensée positive qu'on a associée, c'est ok. Mais par contre, dans mon corps, ça se crispe quand même. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas complètement apaisé. Ça arrive, ça. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas complètement terminé. Ça veut dire que le corps, il n'a pas encore complètement enregistré, peut-être, qu'on est sorti de la situation, que c'est du passé. Et donc, il faut vraiment aller au bout du processus, que le corps soit aussi apaisé avec le souvenir et avec cette pensée positive, qu'il n'y ait pas de contradiction. Donc, vous voyez bien, pour arriver à toutes ces étapes de retraitement d'un souvenir, avec le souvenir n'est pas perturbant, je peux y associer une pensée positive et mon corps est tranquille, ça peut prendre plusieurs séances. Et en plus, on va toujours vérifier que ça tient dans le temps. Ça, c'est quand même important aussi. Ce qui se passe pendant les séances de retraitement EMDR, moi j'aime bien le comparer à un labyrinthe. On sait par où on rentre, le souvenir, et ensuite le chemin, on va traverser parfois des longs corridors. Effectivement, il y a des associations libres qui se font très très naturellement. Parfois, on va se retrouver face à des cul-de-sac
Et on peut rester parfois un petit peu à ces endroits-là de cul-de-sac où on ne sait pas trop par quel bout repartir. C'est là où le thérapeute il peut être effectivement aidant pour aider à retrouver un nouveau chemin. On peut aussi traverser des épreuves, des pièges, des endroits où on transpire, où on pleure, où on est en colère. Ils peuvent être éprouvants, d'ailleurs on est souvent fatigué après une séance de MDR. Même si parfois le labyrinthe, on peut tourner longtemps dans le labyrinthe, mais on finit quand même toujours par sortir du labyrinthe. On ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas sorti du labyrinthe. Je dis ça pourquoi ? Parfois effectivement on est en plein là, dans cet endroit du labyrinthe où c'est très difficile, c'est éprouvant, on a l'impression qu'on va jamais en sortir et du coup on peut avoir envie d'arrêter la thérapie. Alors surtout on ne fait pas ça parce qu'on est toujours dans le labyrinthe et il y a une partie de soi qui de toute façon va rester dans le labyrinthe, ça va être même pire qu'avant la thérapie. S'il y a besoin de faire une pause, dans ces cas-là il faut vraiment se dire ok, c'est dur mais si besoin, par contre, on peut y aller par étapes, on peut y aller petit bout par petit bout, on peut se renforcer, trouver des nouvelles ressources pour faire face donc avec son thérapeute. Il faut vraiment le dire par contre à son thérapeute quand c'est très éprouvant, que c'est trop dur. Mais par contre, on ne s'arrête pas. Et du coup, effectivement, il faut vraiment aller jusqu'au bout et trouver la sortie. Et une fois qu'on a trouvé la sortie, là par contre, on peut s'autoriser à faire parfois des pauses dans la thérapie. Pendant quelques mois, on ne se voit pas. Moi, ça m'est arrivé aussi, certains patients qui ne sont revenus me voir qu'un an après pour poursuivre. Ça peut arriver, mais on est bien allé au bout au moins d'un souvenir. Et puis, d'autres fois, on a besoin de faire une pause de quelques semaines avant de reprendre. Mais toujours, par contre, on va au bout du retraitement d'un souvenir une fois qu'on l'a commencé. On reste pas dans le labyrinthe. Et quoi qu'il en soit, on ressort toujours du labyrinthe, grandi, différent. Et c'est vraiment ça qui se passe en EMDR. Alors parfois de manière du coup intense, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se reconfigure au niveau effectivement synaptique, au niveau de la manière de voir les choses. Des fois c'est quand même très impressionnant les changements que ça produit. Parfois c'est sur un petit élément, ça change de toute façon quelque chose. Une fois qu'on a fait les retraitements de tous les souvenirs que nous avions prévu de traiter sur le plan de ciblage, on va arriver à une autre phase de la thérapie qui est la phase de la vérification. On vérifie quand même toujours d'une séance sur l'autre le travail qu'on a effectué avant. Et quand justement on a fini un souvenir, la séance d'après, on vérifie. Et c'est pas rare, surtout les souvenirs compliqués qui ont fait souffrance pendant longtemps, également les souvenirs d'agression ou les souvenirs de deuil compliqués. C'est pas rare que, en fait, il faille faire cette vérification plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on fait une vérification, il reste encore un petit peu d'émotion. Il y a un petit peu de perturbation, on ne remonte pas au niveau d'avant, mais il y a encore un petit peu de perturbation, c'est pas encore complètement classé. Il y a des restes, quoi. Et du coup, c'est pas rare qu'il faille retraiter un petit peu. Voilà, souvent ça reprend pas toute la séance. Et à nouveau, on revérifie à la séance d'après. Et donc du coup, voilà, parfois il y a comme ça des souvenirs qui sont un peu persistants, si je puis dire. Et donc il faut les reprendre parfois plusieurs fois. Avant que vraiment il se classe. Une fois qu'on a fini le plan de ciblage, qu'on a traité tout ce qu'on avait prévu de traiter, c'est bon de revérifier aussi que tous les souvenirs sont bien classés, retraités et que c'est du passé. Souvent c'est le cas, parfois il y a des petites choses encore qui restent tout petits. On finalise bien le retraitement parce que c'est aussi ça qui va permettre la durabilité des effets de l'EMDR. On vérifie également, bien évidemment, où en est le problème pour lequel la personne est venue consulter. Donc justement, ce qu'on a fait un petit peu sur les premières séances, on a repéré quels étaient les éléments déclencheurs, comment la problématique se manifestait, et puis souvent on a commencé aussi à imaginer comment on aimerait que ce soit. Et du coup, on vérifie ça. Est-ce que les éléments déclencheurs, ils sont toujours déclencheurs ou pas? Alors souvent, il y a quand même plein de choses qui ont changé quand on arrive là, mais ça peut arriver qui est des petites choses qui continuent à rester compliquées. Ça peut être aussi uniquement le présent et ce qui se joue dans le présent qui est compliqué. Donc là, on peut accompagner aussi la personne à traiter ce qui se passe encore dans le présent ou bien aider la personne à traiter aussi des peurs par rapport au futur ou bien se préparer à des changements par rapport au futur. Maintenant que j'ai fait tout ce travail, j'ai envie de pouvoir parler de ce qui m'est arrivé à ma famille par exemple, mais j'ai encore peur, je sens que c'est compliqué. Du coup, on peut aider le patient à se préparer à cette étape-là. Mais on part toujours de toute façon de ce que le patient il veut. Et du coup, quand on en arrive là, soit on arrête la thérapie,
Alors parfois, on peut décider effectivement de se revoir quand même dans quelques mois pour vérifier que tout ça c'est bien stabilisé. Soit on peut s'arrêter tout simplement là, puis de toute façon le thérapeute il reste toujours disponible en cas de besoin. Mais on peut aussi parfois décider de traiter une autre problématique. Donc soit on l'avait déjà décidé au départ, hein, qu'il y avait déjà plusieurs plans de ciblage à traiter, soit effectivement ça peut apparaître à ce moment-là. On refait l'anamnèse de cette problématique-là et on fait un nouveau plan de ciblage et on est reparti pour une nouvelle tranche du coup de retraitement. Alors pourquoi quand même il y a cette réputation associée à l'EMDR que c'est une thérapie miraculeuse qui peut guérir en 3 séances. Alors on peut grâce à l'EMDR effectivement apaiser des symptômes qui peuvent être très intenses dans des cas très particuliers. Et ces cas particuliers, c'est le cas du stress aigu après un événement potentiellement traumatique. Moi d'ailleurs, je propose au sein de mon cabinet des consultations que j'appelle des consultations prévention trauma pour traiter très rapidement, effectivement, en quelques séances, en EMDR, des souvenirs, mais qui sont des souvenirs très récents. Et notamment, on travaille un souvenir, une situation, un événement qui s'est produit récemment, qu'on va traiter très vite, avant que cet événement, justement, il s'intègre à l'histoire de vie, qu'il s'intègre à l'histoire autobiographique de la personne en se ramifiant avec toutes les autres situations problématiques douloureuses. Il faut vraiment intervenir avant que toutes ces ramifications se fassent. Et si on intervient à ce moment-là, très tôt, donc dans les 5 mois, et j'ai envie de dire, plus tôt on intervient, mieux c'est, et plus effectivement, l'EMDR va être d'une efficacité redoutable. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé de recevoir des patients qui avaient une symptomatologie extrêmement intense, qui n'arrivaient plus à dormir, qui avaient des flashbacks tout le temps. Et effectivement, parfois, en 1, 2, 3 séances, et bien en fait, ça s'est apaisé. Et souvent même dès la première séance, même si on n'a pas tout fini, les symptômes réduisent considérablement. Donc effectivement, en fait, l'EMDR est extrêmement efficace en cas de syndrome de stress post-traumatique, on l'a dit, mais j'ai envie de vous dire, en fait, en prévention pour éviter qu'il y ait un syndrome de stress post-traumatique. Parce que pour parler de syndrome de stress post-traumatique, il faut que les symptômes durent depuis plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'avant 6 mois, s'il y a des symptômes, hein, effectivement, on parle de stress aigu. Si, après un événement potentiellement traumatique, vous présentez certains signes, certains symptômes, comme une sensation de danger un peu constante ou quasiment constante, un peu une hypervigilance, le fait de réagir au moindre bruit. Aussi des symptômes de réminiscence, donc ça peut être des flashbacks, des images qui reviennent, des odeurs, des cauchemars sur la même thématique. Si vous avez aussi potentiellement ce qu'on appelle des stratégies d'évitement, c'est-à-dire vraiment tout un mécanisme de comportement qui permet surtout de ne pas réactiver ces réminiscences. Donc je ne reviens plus à l'endroit où s'est passé l'événement, je ne peux plus regarder les films où il se passe ce type d'événement, je ne veux surtout pas parler de cette situation. Voilà, tout ça c'est de l'évitement. Aussi, si vous avez donc associé à tout ça des troubles du sommeil, alors souvent les cauchemars, insomnie, ou bien d'hypersomnie hein, aussi, c'est-à-dire le fait de dormir beaucoup, d'avoir besoin de rester au lit tout le temps. Les troubles aussi de l'appétit, donc c'est-à-dire des changements par rapport à votre manière habituelle de manger, dans les deux sens, soit des crises d'hyperphagie, soit un manque d'appétit. Le fait aussi de se sentir à fleur de peau. Alors ça peut être sous la forme d'une tristesse, crise de larmes très récurrente, ou bien sur le registre plutôt de l'irritabilité, de l'agressivité, ou bien les deux. Mais en tout cas, voilà, le fait de se sentir vraiment à fleur de peau, on n'a pas forcément tout ça, mais si vous sentez que quand même il y a plusieurs symptômes, ça vaut le coup de consulter effectivement un thérapeute EMDR rapidement. Et là, effectivement, en quelques séances, on n'a même pas forcément besoin de s'intéresser à l'histoire de vie. J'ai envie de dire, même moi, dans mes consultations prévention trauma, j'évite de parler de l'histoire de vie parce que je ne veux surtout pas que ça se connecte avec d'autres événements potentiellement traumatiques de la vie de la personne. Je veux vraiment traiter ce souvenir exclusivement pour que ce souvenir ne devienne pas un traumatisme. EMDR, une psychothérapie, il faut s'engager parce que, comme vous l'avez vu, on traite plusieurs souvenirs, donc il faut vraiment s'engager
dans le temps. Faut pas se dire, ben voilà, dans un an, ça doit être fini. Ben non, parfois, ça prend plus de temps que ça en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de à quel point ça s'est inscrit dans notre construction psychique. Et on s'engage aussi avec une régularité. Pour tous les professionnels et praticiens EMDR qui sont formés selon le process de Francine Shapiro, vous aurez un protocole de base qui sera le même, un petit peu les phases de la thérapie également qui seront les mêmes. Néanmoins, évidemment, chaque thérapeute s'approprie aussi un petit peu ce protocole en fonction de sa personnalité, en fonction aussi de sa propre créativité, de ses autres formations complémentaires, de son approche théorique initiale. Donc, je vous encourage à quand même, quoi qu'il en soit, bien choisir votre thérapeute. C'est pas parce qu'il fait de l'EMDR que forcément, ça va vous convenir. La manière dont il va quand même porter l'EMDR va être différente en fonction de tout ça, en fonction de sa personnalité aussi, tout simplement. Donc, même si vous voulez faire de l'EMDR absolument, comme je l'ai déjà dit dans les autres émissions, le feeling, ça joue énormément à la relation de confiance. Il faut se sentir sécure avec son thérapeute. Donc, même en EMDR, comme pour les autres approches thérapeutiques, il est important que vous vous centriez sur votre propre ressenti. Si lors des premières séances, ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de thérapeute. Même si vous voulez continuer à faire de l'EMDR, vous pouvez changer de thérapeute et aller vers un autre thérapeute formé en EMDR qui ne va pas forcément porter l'approche thérapeutique exactement de la même façon. Toutes les approches thérapeutiques potentiellement peuvent se cumuler. Par exemple, c'est pas rare qu'on fasse une thérapie principale, par exemple, soit psychanalytique, soit TCC, soit humaniste ou systémique. Et en plus d'avoir par exemple de la médiation animale ou d'avoir de l'art-thérapie ou d'avoir une thérapie de couple ou une thérapie familiale, enfin voilà. Donc effectivement, c'est pas rare en fait d'avoir plusieurs thérapies en même temps. Mais le MDR peut être quand même parfois vraiment complémentaire à toutes les autres approches thérapeutiques que j'ai pu évoquer. Parce qu'on peut aussi travailler, mais là du coup vraiment en collaboration avec le thérapeute principal. Le thérapeute EMDR peut venir en complément pour venir travailler sur des souvenirs clés qui ne passent pas, qui bloquent même le travail thérapeutique dans l'autre espace. Effectivement, à ce moment-là, le MDR peut venir débloquer. Mais ça doit vraiment se travailler en complémentarité entre les deux thérapeutes et faire vraiment en sorte que tous les espaces soient complémentaires et ne se chevauchent pas. Alors parfois, on va vous conseiller de faire de l'EMDR. Il faut absolument faire de l'EMDR par rapport à la problématique que vous avez. Et notamment quand il y a du trauma, tout le monde va vous dire qu'il faut faire de l'EMDR. Oui, je ne vais pas dire le contraire, l'EMDR est extrêmement efficace quand il y a du trauma. Néanmoins, on n'est pas toujours prêt. Et ça, c'est important de respecter là où vous en êtes. Donc effectivement, si vous ne vous sentez pas prêt, le MDR est confrontant, il faut une régularité, un engagement. Vous pouvez aussi commencer à faire une autre thérapie et venir à l'EMDR plus tard ou en complément. Ou bien ne pas revenir du tout à l'EMDR parce que l'autre thérapie que vous avez faite en fait a été suffisante. Donc le MDR, c'est une approche très riche qui peut être efficace, qui peut traiter un grand nombre de situations, bien sûr les traumas, mais pas seulement. Pour toutes les problématiques qui se sont construites à partir en fait de l'accumulation de situations perturbantes, cette approche thérapeutique, elle est intéressante parce qu'elle prend en compte le présent, elle prend en compte le passé, elle prend en compte les émotions, les pensées, toutes les connaissances, les croyances limitantes, et elle prend également en compte la mémoire du corps. Donc effectivement, tout ça, ça rend l'approche thérapeutique de MDR très riche et ça peut permettre vraiment une réappropriation dans son histoire de vie, dans son ensemble. Mais, et j'insiste, c'est un type de thérapie parmi d'autres qui ne remplace pas forcément toute la richesse des autres approches thérapeutiques et en tant que personne, en tant que sujet, c'est à vous d'être acteur de votre soin et de choisir la thérapie et le thérapeute qui vous convient. J'espère que cette émission sur l'EMDR vous a intéressé, que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je m'efforcerai d'y répondre. D'ici notre prochaine émission, psychogitez bien.